Seitai. Le mot Seitai a été inséré que récemment dans le dictionnaire japonais. Sei, ça veut dire arranger, remettre en ordre. Et Tai, c'est le corps. Donc quand tu regardes de base, le mot traduit, ça voudrait dire remettre le corps en ordre. Et il y a beaucoup de Japonais qui ont pris ce sens-là, et à mon avis, qui ont un petit peu galvaudé le terme, qui ont changé son sens, de la pratique en tout cas, en associant le Seitai à la pratique, à d'autres pratiques de réajustement de la colonne vertébrale, ou réajustement du corps comme on peut faire en physiothérapie ou en massage. Non pas que le massage ou la physio soit mauvais, mais le véritable sens du Seitai, on le comprend en étudiant. L'objectif de la pratique, c'est d'éveiller la perceptibilité du corps. C'est-à-dire que notre corps humain, il est fait quantité époustouflante de cellules, notamment des cellules nerveuses. Et les cellules nerveuses, assemblées à l'intérieur d'un réseau, leur fonction, c'est de percevoir et de permettre au corps de pouvoir s'ajuster, autant par rapport à ce que tu perçois du climat, par rapport à ce que tu perçois de la relation avec un partenaire ou dans la relation familiale, ou dans toute situation, que tu sois dans la pratique sportive ou pas. Et ton corps, par rapport à l'activité que tu mènes, consciemment ou inconsciemment, ton corps, constamment, lui, il s'ajuste. Et l'objectif, donc, de la perceptibilité du corps, c'est par rapport à l'environnement extérieur et l'environnement intérieur, de maintenir une cohérence. Et en Seitai, on explique que le corps est tout à fait capable de préserver sa santé tout seul, tout à fait capable de préserver son équilibre tout seul par rapport à cette perceptibilité. Donc si le corps sait faire seul, notre travail à nous, c'est pas d'arranger le corps, comme le mot voudrait pouvoir le dire, mais de permettre au corps de retrouver un niveau de perceptibilité, un niveau de perception pour pouvoir, par rapport à ce qui lui convient, remettre l'équilibre en place. Il existe plein de légendes sur le Seitai. Moi, je peux seulement te raconter la version que je connais par rapport à mon expérience vécue au Japon et par rapport à ce que mon propre professeur, Imoto Sensei, m'a dit. Lui, il connaît le Seitai depuis l'âge de 5 ans. Il a côtoyé le fondateur du Seitai qui s'appelle Noguchi depuis le début de l'expansion du Seitai. Alors, ce que je sais, le Seitai est apparu après la Seconde Guerre mondiale, mais il a une histoire antérieure. C'est-à-dire qu'avant la guerre, les Japonais allaient se préparer à partir en guerre, et évidemment, les Japonais, ils envoient tout le monde à la guerre. Okay, que tu sois maître ou balayeur, tu vas y aller. Et ce que craignait le gouvernement au moment, c'est que toutes les personnes qui ont un savoir important, un savoir qui est rattaché au patrimoine, s'ils allaient à la guerre et venaient à être tués, leur savoir disparaîtrait avec eux. Donc il y a un certain nombre de mouvements qui se sont mis en place, qui ont été, je ne sais pas si ça a été imposé ou si c'est une impulsion spontanée du peuple japonais, mais il y a un mouvement qui s'est mis en place notamment au niveau de la santé qui s'est appelé Kenko Hojikai. Et donc le rôle de la Kenko Hojikai a été de rassembler, de fédérer et toutes les connaissances que le pays avait au niveau de la santé, au niveau du réajustement. Et tous les savoirs ont été rassemblés. Ceux qui devaient partir à la guerre combattre sont partis, et puis il y a ceux qui ne sont pas partis à la guerre, qui avaient pour rôle à l'intérieur de la Kenko Hojikai d'étudier, de formaliser, d'archiver et d'explorer tout ce savoir qui avait été rassemblé. Et ils sont arrivés à la conclusion que tout repose dans la vie, par rapport à la santé, au niveau du ki. Et en allant chercher loin dans les techniques, en allant chercher loin dans les pratiques et dans les méthodes qui existaient, ils se sont rendus compte que vraiment ce point commun, on ne peut pas en faire l'économie. La vitalité humaine, la force de vivre. Et ils ont abouti à quelque chose qui paraissait non seulement passionnant, mais stimulant et assez fort, dans le sens où ils ont compris que suivant la façon dont on stimule le corps réagit. Et quand une personne est malade, l'objectif de la médecine, c'est pas d'enlever la maladie, mais de comprendre quel est le contexte qui a généré le déséquilibre
et comment on va pouvoir stimuler le corps pour que le corps retrouve la possibilité lui-même de reconstruire son équilibre. Et ils se sont rendus compte qu'avec des petites stimulations très simples, bien ciblées, avec l'intensité qui convient, le corps était capable de revenir lui-même à l'état d'équilibre qu'on appelle la santé. Donc je ne suis pas le premier étranger à avoir étudié le Seitai au Japon, mais je crois que je suis le seul à avoir étudié aussi longtemps la technique du Seitai, celle qu'Imoto Sensei enseigne. Moi j'ai étudié pendant 11 ans au Japon et il me semble bien que je sois le seul à avoir fait ce parcours-là. Mais il y a d'autres étrangers qui étaient là avec moi, qui ont étudié avec moi, donc ils sont restés pour certains plusieurs années, pour d'autres quelques mois, parce que le Japon c'est un pays éloigné. Je suis donc le seul à avoir étudié aussi longtemps. Et je suis aussi l'élève le plus ancien d'Imoto Sensei. Je ne suis pas allé au Japon pour trouver le Seitai. Mais depuis que j'étais tout petit, depuis que j'avais 5 ans, j'avais quand même une espèce de motivation, de rêve d'enfant, de petit garçon, d'aller au Japon. J'ai compris pourquoi il y a peu de temps. Et mon rêve d'aller au Japon, c'était d'aller au Japon pour rencontrer un maître. C'est comme beaucoup de jeunes gens ont comme rêve dans leur vie de rencontrer un maître qui t'apprend tous les secrets et tout ça. Il se trouve que moi, ça m'est arrivé. Alors comment je l'ai rencontré? C'était, j'habitais au Japon depuis quelques mois déjà, et il fallait que je vive. Et à l'époque, je travaillais pour une société qui faisait des jeux pour la Game Boy. Et il fallait que je joue avec les jeux vidéo, et moi c'était paradoxal parce que je n'aime pas les jeux vidéo, ça ne m'amuse pas du tout. Il faisait des traductions en français, il a fallu que j'aille à la maison mère qui se trouvait à Hiroshima. Et en sortant de mon travail, on m'a donné la console pour que j'apprenne à jouer à un jeu, de manière à bien le connaître pour pouvoir le traduire correctement. Et en jouant dans le bus, j'ai raté la station qui m'emmenait à l'aéroport, tout bonnement. Puis évidemment, j'ai raté mon vol, qui me ramenait de Hiroshima à Tokyo. Et j'ai été booké sur le vol suivant, 1h30 plus tard. Et il se trouve que j'étais assis à côté d'un monsieur d'une 40aine d'années, qui était très élégant, à qui j'ai pas beaucoup parlé, mais il n'a pas été timide, puis il a engagé la conversation avec moi. Il me demandait ce que je faisais au Japon. Je lui disais que je m'intéressais aux médecines orientales, que je faisais des arts martiaux. Il me dit, tiens, c'est amusant, moi je suis professeur de Seitai. Et le Seitai, j'en avais entendu beaucoup parler jusqu'à ce jour, mais jamais un Japonais n'avait pu m'expliquer de quoi il s'agissait, qu'est-ce que c'était, en quoi ça consiste. Donc ça m'a interpellé, j'ai dit tiens, c'est rigolo, encore un. Et puis, il faisait, on a sympathisé, on a discuté, puis il me disait, si ça vous intéresse, demain je donne un séminaire, si vous le souhaitez, je vous invite. Lorsque je suis arrivé dans la salle, ça a été pour moi un instant intense. Parce qu'il m'avait dit qu'il commençait à 9h du matin, donc moi je suis arrivé à 9h. Mais en vérité, il était déjà en train de travailler à ce moment-là. Et je pensais que je venais pour un séminaire, mais en vérité, ça se passe comme ça. Le matin, il soignait des patients, et le cours était l'après-midi. Donc pendant toute la matinée, je l'ai vu soigner des patients, et ça ne ressemblait vraiment pas du tout à ce que je connaissais jusqu'à ce jour. Moi, j'ai étudié le shiatsu, j'ai étudié un petit peu les massages, les bases de la thérapie crânio-sacrée, sans être praticien. Et quand je l'ai vu travailler, ça ressemblait vraiment à rien de ce que je connaissais. Mais le plus marquant, c'était pas vraiment ce que lui il faisait, parce que c'est presque invisible, tu vois. Il est assis en seiza, la personne est allongée devant lui, il touche le ventre, il touche le dos, il va stimuler un petit peu les vertèbres. Mais c'est pas ça qui a été marquant, c'est l'attitude des patients dans la salle, qui vraiment m'a interpellé. C'est intense. Ça se passe dans le silence, il n'y a pas un bruit. Et ce silence-là, il détonne. Je ne peux pas en parler autrement. Et lorsque j'ai parlé de mon impression à Emoto Sensei, il me dit oui, ça, c'est le ki. Il y a quelque chose dans la relation entre lui et le patient au moment où il est en rapport avec lui qui est surprenant.
Il n'y a pas de mots pour le décrire, c'est vraiment intense. Et j'ai vu des gens se transformer en l'espace de quelques minutes. Une séance avec Imoto Sensei, ça dure en moyenne 6 minutes. Mais toutes les personnes que j'ai vues passer entre ses mains, au bout de 6 minutes, ressortaient transformées, le visage centré, les traits détendus, le corps remodelé, comme s'il y avait un élan de nouveau à l'intérieur du corps qui le repoussait vers le haut. Et une sorte de tranquillité qui habitait toutes les personnes qui sont passées entre ses mains. L'après-midi, on a eu le cours, et je n'ai rien compris. Mais il a eu cette délicatesse, cette gentillesse, c'est-à-dire qu'il avait bien vu que je ne comprenais pas les mots. Et il m'enseignait à travers la technique, c'est-à-dire qu'il me prenait mes mains, il faisait les techniques sur moi pour me faire ressentir. Et c'est à force de pratiquer avec lui de cette façon-là que je suis rentré dans cette conviction que le Setai, c'est pas un art dont il faut parler. En vérité, c'est pas un art qu'il faut chercher à comprendre, intellectualiser. C'est quelque chose qu'il faut vivre. Il faut se mettre dedans, il faut le ressentir, il faut faire l'expérience avec son corps. Et vous pouvez toutes les personnes qui sont venues au Setai d'une manière ou d'une autre, ont découvert que lorsqu'on en fait l'expérience, il y a une transformation qui émerge petit à petit à l'intérieur, comme une fleur qui éclot, et vous apprenez tout simplement à éclore. Maître Imoto Sensei. Alors, de ce qu'il m'a raconté, son père était un élève de Noguchi. Il faut peut-être, pour que ce soit structuré correctement, donner l'information depuis le début. Noguchi a donc rassembler les gens qui ont travaillé avec lui à la Kenko Hojikai. Lorsque la guerre eut terminé, ils sont ressortis de cette Kenko Hojikai avec quelque chose de puissant, quelque chose d'extrêmement simple, de complet, qui fait du bien à la vie et qui remet l'être humain dans la vie. Il s'est entouré des gens qui sont restés avec lui, mais il n'y a pas que et lui, il a formé le mot Seita, et c'est lui qui a proposé le mot Seita. Lorsque cette méthode a émergé, il a fallu la baptiser, il a fallu lui donner un nom, et c'est Noguchi qui a proposé le terme Seita. Et le terme Seita, il n'existe pas dans la langue japonaise, c'est lui qui l'a composé. Mais il n'y a pas que le Seita. Il y avait d'autres personnes qui étaient dans le même groupe que Noguchi, qui sont partis de leur côté, c'est-à-dire que les gens ne sont pas toujours obligés de s'entendre, ils sont partis de leur côté. Il y a quelqu'un qui a créé le terme Sotai. Je ne sais pas, c'est un vieux monsieur japonais, je crois qu'il est encore vivant à l'époque, qui a créé le terme Sotai. Il y a eu plusieurs petites branches qui sont parties à partir de la même source. Mais le plus puissant, le plus charismatique, ça a été Noguchi. C'est lui qui a rapporté le plus grand nombre de gens avec lui à sa suite. Et il a fondé la fondation de Setai un peu plus tard. Avant ça, il a commencé à enseigner ce qu'il avait découvert, ce qu'il avait compris. Et il l'a enseigné à Yamaguchi, c'est-à-dire à 1000 km au sud de Tokyo. Noguchi est originaire de Tokyo. Et il est descendu à Yamaguchi pour commencer à enseigner. Pourquoi? Moi, je ne le sais pas. Pourquoi aller à la campagne, alors que dans une grande ville, il y a beaucoup plus de monde? Je ne le sais pas, mais en tout cas, le premier stage, le premier séminaire qu'il a donné à Yamaguchi, le père d'Imoto Sensei revenait de la guerre, il fallait qu'il trouve un métier, qu'il fasse quelque chose. Il est allé voir ce séminaire-là et très rapidement, il s'est rapproché de Noguchi pour devenir son bras droit. Il est devenu le responsable du département de Yamaguchi, donc le sud du Japon. Et Imoto Sensei, mon professeur à moi, comment il est rentré dans le Setai? C'est tout simplement à l'âge de 5 ans, quand vous allez à l'école, souvent la maîtresse vous demande qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand. Et Imoto Sensei a écrit sur son papier, je veux faire comme mon papa, praticien de Setai. Et il se trouve que son père l'a pris au mot, et il a commencé à le former dès l'âge de 5 ans. Donc quand vous apprenez le piano à 3-4 ans, vous devenez un virtuose et c'est toute votre vie. Et bien quand vous commencez le Setai très jeune, ça devient pareil, ça rentre en vous, c'est votre vie. Moi je dis toujours qu'Imoto Sensei, le Setai est rentré dans chacune de ses cellules. Il ne peut pas vivre sans ça. C'est comme respirer. Donc lui, à l'heure actuelle, il a 63-64 ans. Donc imaginez un peu le parcours qu'il a. Surtout la formation japonaise, c'est pas comme on l'a fait ici en France ou tout ailleurs, où on se voit de temps en temps le week-end et puis on fait des exercices ensemble. Au Japon, c'est tous les jours, 7 jours sur 7, du matin au soir. Et imaginez avec des vieux japonais tels que vous pouvez les imaginer dans des films et tout ça, c'est très 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 rigoureux. Donc lui, il a été formé à 5 ans à cette école-là. Moi, j'en ai eu un extrait concentré pendant 11 ans.
ça transforme toute une vie, et c'est cette transformation que je vous proposais, quoi. Voilà. Donc Imoto Sensei, c'est ce genre de personnage-là. En France, je refuse absolument d'enseigner la thérapie. Pour une raison qui, pour moi, est simple. C'est-à-dire que si tu appliques le principe du Seitai à la lettre, le corps, l'individu, est capable de se réajuster seul. Ce que moi, je transmets en France, et c'est mon choix, c'est pas d'entraîner les gens à devenir des guérisseurs ou des thérapeutes. Ce que je cherche à faire avec les gens, c'est de les rééduquer pour qu'ils soient capables de retrouver leur pouvoir personnel de guérison, de réajustement et de garder l'équilibre. Ce qui m'importe, moi, c'est que chaque individu soit capable d'avoir une relation saine avec son corps, d'une manière qui lui permet d'être bien dans sa vie, d'être bien dans son environnement, et d'avoir du plaisir à vivre avec intensité. Donc, je ne reçois pas des gens en consultation individuelle pour soigner une maladie. Bien sûr, les gens ont un problème particulier à soigner, que ce soit une arthrite, une tendinite, une indigestion. Quand il faut agir, bien sûr, il faut agir, mais plutôt que moi faire le travail d'un guérisseur, je montre aux gens comment ils peuvent réveiller eux-mêmes leur guérisseur intérieur. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant. Et peut-être, je rejoins là le proverbe chinois qui dit si tu donnes un poisson à un homme qui a faim, il mangera une journée. Si tu donnes un filet et que tu lui apprends à pêcher, il pourra manger toute sa vie. Et c'est ça qui m'intéresse. Alors, dans la pratique, comment ça se fait? Il y a deux aspects que moi j'ai étudié avec Imoto Sensei. C'est le premier, c'est au niveau du toucher. Le praticien apprend à toucher le corps et à reconnaître l'état sain ou déséquilibré du corps par la palpation, les axes principaux de l'observation. Tout est important dans l'être humain, autant la texture des cheveux que la couleur de la peau, que son haleine ou sa façon de marcher. Tout est important. Mais avec les mains, il y a deux aspects principaux qu'on observe, qui sont l'écoute du ventre, le travail sur le ventre, pour déjà apporter une certaine détente au corps. Et quand le corps se détend, c'est amusant, parce que l'esprit aussi se détend. Et le deuxième volet qui est un peu plus difficile à utiliser, c'est l'écoute du dos, c'est-à-dire qu'on va apprendre à analyser le vécu de la personne. Tout ce qui a été marquant dans la vie d'une personne s'accumule dans le dos, et ça passe par les attitudes, tout simplement, tu vois. Donc, l'attitude que tu vas avoir, elle va faire bouger des masses musculaires, elle va faire bouger la structure osseuse, et elle va faire bouger la force à l'intérieur du corps. Et lorsque la force est fluide, le corps, naturellement, il s'enroule, et puis, en se relâchant, il va se détendre, il va retrouver sa posture normale. Si l'anomalie persiste, les forces vont s'accumuler, s'enrouler, se crisper, s'ancrer à un endroit spécifique du corps, et à partir de cet endroit-là, va commencer la vitalité dans le corps va changer de trajectoire, elle va passer vers l'extérieur au lieu d'être centrée à l'intérieur du corps. Donc le travail du praticien, c'est d'aller chercher dans les vertèbres, dans le dos, où la force passe, où les anomalies sont ancrées. Et notre travail ensuite, une fois qu'on a trouvé ça, ça va être de chercher le meilleur moyen de stimuler la vitalité dans le corps pour permettre aux ancrages de se relâcher et à la vitalité totale de pouvoir se recentrer en restant fluide. C'est peut-être un petit peu complexe ce que je viens de dire, mais lorsqu'on étudie avec les bases que j'ai appris à Imoto Seitai, c'est très simple. Il faut quand même y mettre un certain temps, investir un certain temps d'étude. C'est une étude qui est sérieuse. On ne joue pas avec le Seitai, on ne joue pas avec la vie des gens. Mais tout un chacun peut le faire. Il suffit d'en avoir envie et de savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est très important. Venez pas en thérapie si vous ne savez pas ce que vous cherchez. Ensuite, l'autre aspect qui s'offre à tout le monde, c'est l'aspect des taïso. Les taïso, ça veut dire gymnastique dans le dictionnaire. En vérité, ce sont des exercices corporels qui éduquent le corps à savoir changer d'attitude dans un cadre d'anomalie.
Je me demande si la question de la respiration, c'est pas simplement une réflexion des Occidentaux sur la perception qu'ils ont du monde oriental. Parce que la respiration, c'est ce qu'il y a de plus naturel chez toi, chez tout individu. Quand tu es au repos, que tu dors, ou quand tu es au travail, ou quand tu fais du sport, ta respiration, elle s'ajuste en fonction de l'activité que tu as. Elle est toujours régulière. D'accord ? Les Taiso Tsetai, eux, ils mettent le corps à l'épreuve. Mais c'est pas tout le corps, c'est une petite partie du corps qui spécifiquement a besoin d'être stimulée pour pouvoir libérer tout le reste. Tout à l'heure, je parlais de blocage, je parlais d'énergie qui s'enroule, qui s'ancre. Okay ? Et plus l'énergie, elle s'enroule et s'ancre dans une partie du corps, plus elle va rentrer en profondeur et devenir de plus en plus discrète et ramassée sur elle-même. Mais c'est une grosse masse d'énergie, c'est une masse énorme d'énergie qui vient faire un blocage. Et cette masse d'énergie, puisqu'elle est enroulée à cet endroit-là, elle n'est plus ailleurs, elle ne va pas servir l'équilibre pour les autres parties. Donc nous autres en Seitai, on fait par exemple Komori Taiso ou Joge Taiso qui font bouger les bras, ou il y en a une multitude de Taiso. Chaque Taiso va faire en sorte de travailler une vertèbre ou un système articulaire ou un muscle spécifiquement dans l'idée de concentrer la vitalité davantage à l'intérieur de cette partie pour, lorsque tu reposes ton corps, tu le mets au repos, cette tension-là, elle se relâche depuis son centre et elle va permettre au ki de recommencer à circuler dans l'ensemble. Ce qui veut dire aussi que pour les Taiso, on ne va pas les faire à la chaîne. Pour un problème spécifique, je donne un Taiso spécifique. Par exemple, si tu as mal au genou, je te donnerai un exercice particulier. Mais si c'est une autre personne qui vient parce qu'elle a une sciatique, ce ne sera pas du tout le même exercice. Pourtant, il faudra faire bouger le bassin pareil. Okay ? Mais c'est le type de mouvement et la façon dont on fait travailler la vitalité dans les centres de blocage qui vont varier. Mais oui. Ce matin, je parlais avec un de mes étudiants et je lui disais, ce qui se passe dans le ventre, c'est tout ce que la personne vit au niveau psychologique ou émotionnel maintenant. Quand tu es perturbé, que tu viens de perdre ton travail ou que tu vis une rupture, évidemment, émotionnellement, tu ressens des choses et tout cet aspect de ta relation avec toi ou avec l'environnement apparaît dans le ventre. Donc le travail sur le ventre va permettre de voir l'esprit de la personne maintenant. Et puis, le corps va évoluer, ta vie va évoluer, tu vas passer d'étape en étape, d'expérience en expérience. Et si tu n'as pas libéré cette émotion quelque part, il faut quand même que tu continues de vivre. Et ton déséquilibre va s'exprimer dans une attitude. Et cette attitude, ensuite, elle va s'exprimer dans ton mouvement que tu vas récupérer au niveau des épaules, au niveau du bassin ou dans la colonne vertébrale. Donc dans le dos, on repère toutes les expériences marquantes qui ont eu un impact sur la vitalité de la personne. Que ce soit une maladie ou un problème ou un conflit lié aux émotions ou des croyances erronées ou limitantes, ou tout ce qui a été marquant dans ta vie dont tu ne t'es pas libéré, tu vas le retrouver dans le dos. Donc le dos, oui, c'est très très important, c'est ce qui permet de comprendre l'équilibre, c'est la charpente de l'être humain, c'est son axe central, donc c'est ce qui permet de comprendre beaucoup aussi l'être humain en profondeur. Tiens, comment une personne marche, tu peux à peu près comprendre sa façon de penser. Tu peux pas comprendre ce qu'il pense, hein, tu peux pas le deviner ça, il faut rester réaliste, mais tu peux comprendre comment une personne pense simplement par rapport à sa façon de marcher, parce que dans la façon de marcher, tu as l'équilibre de la colonne vertébrale, tu as le positionnement du bassin et les épaules. Les épaules, c'est une partie de la personnalité qui s'exprime. Regarde les boxeurs quand ils sont face à face, ils montent un peu les épaules pour se mettre en garde. Donc quelqu'un qui, alors qu'il est normalement dans une vie, je dis un peu n'importe quoi, mais une personne qui marche dans la rue, il n'est pas en train de se battre, ok ? Mais tu vois des gens comme ça dans le métro ou assis au bar qui ont les épaules comme ça. C'est une attitude, ok ? Une attitude peut-être de défense. Il suffit de se poser la question contre quoi dans sa vie ou contre quel aspect de sa vie la personne a la perception de devoir se défendre, ok ? Donc tu ne vas pas aborder les gens comme ça, mais toi dans ton esprit tu lis et tu cherches à comprendre, tu observes le mouvement, tu observes la façon de parler, tu observes la façon de respirer, et toutes les attitudes du corps vont refléter quelque part la perception que la personne a d'elle-même et souvent ce dont elle n'a pas conscience.
C'est vraiment pour tout le monde. Mais pour accéder au CETA et vraiment en tirer le meilleur, il faut en avoir envie. Ça ne s'adresse pas du tout aux gens qui sont dans l'attente d'une réponse qui viendrait de l'extérieur, parce que le CETA il va t'obliger à t'impliquer dans ta reconstruction. C'est toi qui es l'acteur de ta reconstruction, de ton bien-être, de ta santé. C'est pas moi qui vais t'apporter la santé, parce que tu es né avec. Tu l'as en toi. Tout ce que je veux faire, moi, c'est t'apporter, t'accompagner jusqu'aux portes de ton corps, d'apprendre à reconnaître que tu t'exprimes également dans un aspect physique que tu appelles ton corps. Et lorsque ton corps souffre, c'est qu'en toi, il y a un déséquilibre dont tu n'as pas conscience et que tu as besoin de reprendre en main. Donc je t'emmène à la source, mais je ne peux pas t'obliger à boire. Mon expérience fait que c'est surtout les gens qui sont dans la trentaine, la quarantaine, qui commencent à s'intéresser au CETAI. Et je pense que le CETAI apporte des bonnes réponses aux gens de cette génération-là. Parce qu'on est un petit peu entre les deux. La génération d'avant, c'est la génération qui avait un conditionnement, qui était bien aussi, mais qui s'appuyait plus sur la relation avec le médecin. Aujourd'hui, si tu regardes autour de toi, il y a de plus en plus de gens qui font un refus de la médecine. C'est justifié ou pas, la question, c'est pas à moi d'y répondre. Mais des gens qui cherchent des réponses pour leur mal-être qui soient autres que simplement allopathiques. Et on est également dans un développement de la conscience, à mon avis, qui est d'apprendre à se connaître. Regarde toute cette vague de développement personnel qui arrive à l'heure actuelle, c'est que l'être humain d'aujourd'hui a besoin de se connaître, de se trouver pour accéder à son potentiel et vivre bien, vivre en étant heureux, parce que dans cet état, on dit on vient pas au monde pour vivre, pour être malade et mourir. On vient au monde pour affirmer qui on est, pour réaliser le chemin qui est le nôtre et vivre surtout intensément. Et ce sont les gens qui manquent d'intensité dans leur vie, qui cherchent le moyen de mieux exister. Enfin, c'est la conclusion que moi je tire. Maintenant, pour les enfants, moi, ce serait mon rêve, vraiment, de pouvoir organiser un cours pour les enfants. Alors, ce ne serait pas un cours où je vais leur apprendre à travailler sur les vertèbres, mais un cours où il serait question d'initier les enfants à savoir rester en relation avec leur corps tel qu'ils savent le faire quand ils sont enfants. Parce que les enfants, ils connaissent bien leur corps. Moi, je parle beaucoup avec mes étudiants en France ou au Québec, et je les remets souvent dans des situations d'enfants où je fais des taïsos en leur permettant de découvrir comment l'enfant découvre la vie à travers la relation qu'il a avec l'environnement, dans la perception du corps. Je pense que tout le monde dans sa vie, quand il a eu 4 ou 5 ans, s'est amusé à jouer avec ses hanches, avec ses épaules, avec sa tête. Donc, c'est un jeu d'être avec son corps. Et quand c'est un jeu, c'est facile à faire. Mais on oublie cette partie du plaisir qu'on a à se connaître à travers son corps, parce qu'il faut apprendre la vie, il faut aller à l'école, il faut développer son intellect et son mental. Et lorsqu'on rentre profondément dans le fonctionnement de l'être humain uniquement au niveau de la tête, je constate malheureusement qu'il y a de plus en plus une déconnexion avec le corps. Et je pense que c'est ce lien que la population aujourd'hui cherche à recréer. Il me semble que pour revenir à la santé véritablement, il ne s'agit pas simplement de savoir s'affirmer au niveau psychologique, mais de savoir également intégrer cette affirmation de soi et le présenter dans son corps. Ce que je voudrais recommander, c'est qu'on éduque les enfants de façon équilibrée, non pas de leur faire croire qu'il y a un super pouvoir qui est en fait simplement la fascination de ce que les adultes ont perdu. Les enfants ont ce pouvoir naturellement. Il faut savoir le travailler en restant équilibré pour qu'ils puissent vraiment grandir en étant serein, en étant clair, et que ça reste naturel. Un petit peu... c'est pas tout à fait le même monde, mais un petit peu, je pense, comme les enfants au Tibet, lorsqu'on les emmène au monastère avant qu'ils aient été pollués par toutes les détournements de l'esprit de l'adulte qui a manqué d'éducation centrée. Je ne sais pas si les termes sont corrects, mais l'idéal, ce serait de préserver, de laisser grandir les enfants dans un état d'attention et de savoir-faire pur au niveau du ki.
Il y a des gens, des jeunes gens qui m'avaient contacté il y a quelques années. C'est pour ça que je suis revenu en France. Moi, à l'époque, je travaillais, j'étudiais au Japon. En France, ils m'ont dit qu'ils voulaient étudier. On a fait une rencontre une fois. Ils ont été passionnés. Ils ont été vraiment surpris par tout ce que le CETAI dit à propos du corps, à propos de la santé, à propos de la connaissance qu'on peut avoir de soi par rapport à nos anomalies, la compréhension. Et le seul inconvénient en France, c'est que c'est pas encore bien connu. Il n'y a qu'une personne qui a fait référence en France, qui s'appelle Tsuda, qui je pense a été un monsieur très très bien. Il a seulement apporté un aspect du Seitai, une facette du Seitai, qu'il associait beaucoup avec l'aïkido, donc c'était son chemin, et beaucoup de gens connaissent le Seitai sous cet aspect-là. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est apporter un aspect complémentaire, un autre aspect qui n'a pas été enseigné, puisque ce monsieur Tsuda n'a pas enseigné la technique, à part peut-être à quelques élèves que moi j'ai pas rencontrés. Mais en France, on ne connaît pas l'aspect technique du Seitai, la connaissance qu'on peut, les avantages qu'on peut en tirer quand on sait travailler sur soi, quand on sait travailler sur une autre personne. C'est souvent la curiosité, il y a un petit peu peut-être de méfiance, mais j'ai la chance d'arriver à une époque où on est dans une grande ère de quête, ce qui fait que le Seitai va inévitablement trouver sa place en France, surtout qu'il apporte des réponses concrètes, des techniques applicables immédiatement. Et ça, tout le monde peut le faire. Vraiment, tout le monde peut le faire. Donc je pense que les gens qui veulent des solutions pratiques, qui veulent des solutions rapides, qu'on ne leur prenne pas la tête avec tout un tas de philosophies compliquées, le Seitai devrait pouvoir leur parler. C'est certain. J'ai rencontré une difficulté en France, parce que tu me posais la question tout à l'heure, ça a été justement cette rigueur. Moi, j'ai été formé pendant 11 ans, j'ai supporté 11 ans de formation au Japon, parfois je le dis comme ça, parce que c'est l'extrême dans l'exigence. Travailler du lundi au dimanche, pendant 7 ans, c'est impensable. Moi, en tout cas, avant de le vivre, jamais j'aurais eu cette idée-là. Et je suis revenu du Japon avec un petit peu ce conditionnement-là de travailler à la japonaise et d'être exigeant avec l'élève qui, pourtant, paye son cours et puis il vient pour apprendre pour lui et tu lui demandes de se surpasser. Donc ça rebute un petit peu certaines personnes. Donc je l'ai réadapté le cours, je l'ai retransformé, j'ai fait en sorte qu'il soit beaucoup plus adapté ici. C'est amusant, c'est partout où je suis allé, j'ai rencontré quelqu'un qui connaissait au moins quelque chose du Seitai, qu'on avait entendu parler un petit peu. Bon, c'était accidentel peut-être de rencontrer ces gens-là à Tahiti. À Tahiti, j'ai donné des cours, il y a encore un ami qui pratique là-bas, à sa mesure. Et je pense que dans tous les pays du monde, il y a quelqu'un qui a eu accès à l'information Seitai. Je ne sais pas s'il pratique. En Allemagne, c'est certain, en Belgique, en Italie, en Espagne. Maintenant au Québec, parce que je suis installé au Canada, aux États-Unis. Je reçois des emails régulièrement de divers pays où les gens me demandent de l'information, du Portugal et tout ça. Donc mon rôle, même du Maroc, on a commencé à me poser des questions là-bas. Donc mon rôle, ça va être d'apporter le Seitai tel que moi je l'ai découvert au niveau de la technique. Ce qui m'intéresse, c'est pas la philosophie du Seitai, parce que la philosophie du Seitai n'existe pas. La philosophie, c'est simplement les conclusions que l'on tire de notre expérience. Donc on ne commence pas par la philosophie, en tout cas, c'est ça que je veux dire. On pratique, on travaille et on découvre. Et mon rôle, c'est d'amener ça partout où les gens souhaitent le connaître. En Seitai, en tout cas, ce que j'ai appris au Japon. La maladie fait partie d'un cycle beaucoup plus grand qui s'appelle la santé. En Occident, la maladie, c'est une phase, ou en tout cas s'apparente à une phase dans laquelle on est en souffrance, il y a un déséquilibre, et on refuse ce déséquilibre, on refuse cette souffrance. Pourtant, cette phase de maladie, si elle intervient à l'intérieur d'un cycle qui est beaucoup plus grand, qui s'appelle la santé, c'est que ça a un sens. Prenez-le peut-être un peu comme un signal d'alarme pour dire, voilà, dans un aspect de ta vie, tu as un conflit, tu n'en as pas conscience, tu ne le gères pas. Et moi, ton corps, je vais te le mettre sous le nez pour que tu prennes soin de moi, pour que tu reviennes à moi. Mais je te le mets sous le nez
Parce que j'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin que tu sois présent à moi. Et cet aspect-là, tu ne le vois pas, tu ne lui donnes pas ton attention, ou tu le maltraites. Et ça me fait souffrir. Je suis censé te porter, mais tu me montes de travers. Si tu montes sur un cheval à l'envers, tu ne peux pas diriger ton cheval. Il faut que tu te mettes dans le bon sens. Okay. Donc je pense que la maladie, quelque part, c'est un signal de notre inconscient qui vient nous dire « Attention, ici tu crées un déséquilibre et je ne peux plus le gérer ». Donc c'est un aspect, quelque part, c'est une réponse logique, c'est une réponse idéale que nous renvoie notre inconscient pour dire « Reviens ». Voilà, moi, je ne sépare pas la santé de la maladie. La maladie, on a été conditionné à la haïr, à la détester, à ne pas leur en vouloir. Et c'est vrai que quand on est malade, eh bien, on ne veut plus être malade, on ne veut plus avoir mal, et c'est tout à fait normal. Maintenant, moi, ça m'arrive d'être malade. Je dis parfois à mes étudiants que je sais, quand je suis malade, pour moi, ça ne me surprend jamais. Parce que je suis conscient de l'aspect que j'ai négligé, par manque de sommeil, par suralimentation, trop fait la fête, parce que je suis un être humain aussi, où il y a un déséquilibre quelque part, mais quand je suis malade, ça ne me surprend pas. Je dis, tiens, ouais, c'est un rappel à l'ordre. Ça ne veut pas dire qu'il faille vivre un peu comme un moine, mais parfois il faut donner de l'ordre dans sa vie. Les gens qui sont malades, c'est qu'il y a quelque part dans leur esprit inconscient, il y a un désordre, il y a un conflit qui s'exprime, qui a besoin d'être régulé. Et on appelle ça maladie, alors que c'est simplement, en CETA, ce qu'on appelle des réajustements spontanés. Moi, j'ai été formé à l'école Imoto Seitae. Imoto Seitae, c'est une école de médecine. En médecine, évidemment, on apprend la thérapie et on apprend à changer le corps ou à entraîner le corps à se changer pour guérir d'une maladie. Je vous ai dit tout à l'heure, moi, je ne pratique pas la médecine, je ne veux pas pratiquer, aborder le CETA sous l'aspect de thérapie pour que les gens viennent... Parce que je ne souhaite pas que les gens viennent à moi simplement parce qu'ils ont une maladie. Je veux qu'ils viennent au CETA parce qu'ils veulent eux-mêmes arriver à changer une situation avec un coup de pouce quand c'est nécessaire, mais qu'ils soient capables de le faire eux-mêmes. Dans ce cas-là, c'est la prévention qui prévaut. C'est la prévention qui est mise en avant. Mais le CETA peut tout à fait être utilisé effectivement au niveau de la médecine, et dans ce cas-là, dans le cadre de guérison, mais c'est le travail que fait Imoto Sensei au Japon. Moi, c'est pas cet aspect-là que je veux apporter aux gens. D'ailleurs, je pense que quand on sait se défendre soi-même, on est capable d'apporter le changement spontanément, naturellement et de façon autonome. Donc je préfère prévenir plutôt qu'avoir à guérir. Donc c'est plutôt un rôle d'éducation, donc qui s'apparentera à la prévention, plutôt qu'un rôle de guérison, même si de temps en temps il faut quand même savoir le faire.